Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos, et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain, et ainsi apporter plus de richesse et de profondeur dans nos existences, et surtout, réfléchir à notre éthique de vie, pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo economicus à celle de l'Homo ethicus. Et oui, rien que ça. Et si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage d'écouter l'épisode 0 ou épisode introductif, dans lequel je vais vous présenter les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Et pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous inscrire au podcast sur iTunes ou sur votre plateforme préférée et à laisser vos commentaires et avis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir des introvertis. C'est le titre et le sujet d'une des conférences les plus regardées sur la plateforme TED, avec plus de 20 millions de vues. Cette conférence est présentée par Susan Cain, qui a eu beaucoup de succès avec cette conférence, avec son livre, dont le titre pourrait être traduit par « Le calme, le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne peut s'arrêter de parler », un livre qui n'a pas été traduit en français. Elle a aussi créé le mouvement qu'elle a appelé The Quiet Revolution, la révolution calme ou la révolution silencieuse, selon l'interprétation que l'on veut en donner. Dans cet épisode, je vais vous présenter les différentes idées qu'elle nous donne dans sa conférence ainsi que dans d'autres ressources que j'ai consultées, son livre et son site web. On va donc parler des introvertis, de comment ils sont dévalorisés par la société en comparaison avec les extravertis, et de quelques outils ou suggestions pour mieux les intégrer, car leur rapport dans la société est essentiel. Alors cet épisode est bien sûr utile pour les introvertis eux-mêmes, pour mieux comprendre leur personnalité et savoir mieux s'accepter, alors que nous évoluons dans une société qui valorise surtout les extravertis. Et il est aussi utile pour les extravertis eux-mêmes, afin qu'ils comprennent mieux les qualités des introvertis et qu'ils sachent comment communiquer avec eux. Par exemple, si un introverti vous dit « j'ai besoin d'être seul », il ne faut pas comprendre la phrase suivante, il ne faut pas comprendre « je n'aime pas passer du temps avec toi ». Non, c'est juste que les introvertis aiment bien passer du temps seuls, non pas par ego surdimensionné, mais parce qu'ils ont besoin de se recharger. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer cela. Mais pourquoi parler des introvertis ? Eh bien, parce que les introvertis sont peu valorisés par notre société, qui, comme je le disais, préfère les extravertis, les favorise, leur fait plus confiance par rapport aux introvertis, pour la simple raison que les extravertis ont plus de facilité pour communiquer dans un groupe et donc attirent l'attention. Je vais vous présenter les 3 constats que fait Susan Cain et je conclurai sur quelques suggestions. Et le premier constat qu'elle nous fait, c'est que nous ne valorisons pas assez les introvertis, alors même qu'ils représentent entre 30 et 50% de la population. D'ailleurs, regardons quelques définitions et essayons de comprendre ce que le mot introverti veut dire. Selon le Larousse, l'introverti est celui qui a tendance à se replier sur soi-même, à vivre centré sur soi-même. Il est aussi écrit dans certains dictionnaires que l'introverti se détourne du monde extérieur, et il est souvent associé à la timidité, voire à l'égoïsme ou au rejet des autres. Les synonymes qu'on nous donne sont réservé, renfermé, replié. Alors présenté comme cela, personne n'a envie d'être introverti. Tous ces mots ont des connotations négatives, pas très agréables. C'est quand même hallucinant d'avoir ce genre de définition pour qualifier près de 50% de la population. Selon les mêmes dictionnaires, l'extraverti, c'est celui qui est social, ouvert aux autres. À tout de suite, c'est beaucoup plus positif. Et selon une autre définition, l'extraverti, c'est une personne qui tend à extérioriser ses sentiments, ses réactions. Alors c'est curieux, non ? Parce que si l'extraverti est celui ou celle qui extériorise ses sentiments, alors l'introverti devrait être celui ou celle qui les intériorise, qui intériorise ses sentiments. Pourtant, ce n'est pas cette définition qui est donnée, alors que pour le coup, elle est beaucoup plus neutre par rapport à celle que je vous ai donnée avant. Alors tout de suite, on comprend qu'il n'est pas bon d'être qualifié ou perçu comme introverti. C'est considéré comme étant un défaut. Non, il faut être extraverti. Et en tant qu'introverti moi-même, je ne peux que confirmer le sentiment dominant dans la société, à l'école, à l'université, dans le milieu du travail, qu'il vaut mieux être extraverti qu'introverti. Et ces définitions que l'on trouve sur le mot introverti sont négatives.
comme lorsqu'il est dit que l'introverti se détourne du monde extérieur. Voilà quelque chose qui me semble totalement erroné, car l'introverti est plutôt celui qui observe le monde extérieur avant d'interagir avec lui. Il ne s'en détourne pas. Encore faut-il lui donner le temps d'interagir avec le monde extérieur. Mais souvent, il est coupé justement par les extravertis qui, lui, agissent directement. D'autre part, être introverti ne veut pas dire que vous êtes asocial et que vous n'avez aucune capacité pour les relations sociales. En général, cela veut plutôt dire qu'un introverti a besoin de plus de temps pour être seul, pour lire, pour être au calme, pour se recharger. Parce qu'en fait, être dans un groupe consomme l'énergie d'un introverti, alors que c'est plutôt l'inverse pour un extraverti. Pour lui, le fait d'être en groupe va le remplir, va lui donner de l'énergie. Et donc, être introverti, ce n'est pas nécessairement se replier sur soi pour se regarder le nombril, mais plutôt avoir besoin d'instants de solitude pour se recharger. Car les interactions consomment notre attention, notre énergie. Et c'est la définition que Susan Cain propose, c'est-à-dire qu'être introverti ou extraverti, c'est en fait notre manière de réagir à la stimulation extérieure. Un introverti n'a pas besoin de beaucoup de sollicitations extérieures. Il a besoin d'espace de solitude pour se recharger, ce qui est l'inverse de l'extraverti. Comme je le disais, je suis introverti et je ne peux que confirmer cela. Lorsque j'étais adolescent, par exemple, le temps passé au collège exigeait beaucoup d'efforts de sociabilisation pour moi. Et quand j'en avais marre, je partais me planquer aux chiottes pour être au calme. Alors bien sûr, à l'époque, ce n'était pas conscient, c'était instinctif. Mais cela est un bon exemple qui montre qu'un introverti a besoin de moments de calme. Et cela ne veut pas dire que je n'aime pas les gens et que je préfère passer du temps avec moi-même dans une sorte d'amour égocentrique. Cela veut juste dire que trop de sollicitations épuisent mon énergie. Ce n'est pas un choix personnel, c'est comme ça. Et comme je le disais, le système valorise les extravertis. Parce que dans les entreprises, dans la recherche d'emploi, la capacité de communication orale est souvent plus appréciée que les capacités d'écoute et de respect qui sont celles de l'introverti. Alors cela ne veut pas dire que les introvertis ne savent pas communiquer ou que les extravertis ne savent pas écouter. Mais il est clair qu'il est plus facile pour les extravertis de communiquer et donc dès le début, c'est plus facile pour eux. Les dés sont biaisés dès le début. Ils sont plus appréciés dans les groupes, plus aptes à parler dans une classe, dans un groupe. Alors que les introvertis ont pour caractéristique de, comme je l'ai dit, de d'abord écouter et de parler ensuite. D'autre part, cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont moins confiance en eux, ou moins confiance en leurs idées. L'un n'est pas nécessairement lié à l'autre. Être introverti, c'est complètement différent que être timide. La timidité, c'est la peur du jugement social. L'introversion, c'est la manière de répondre à la stimulation extérieure. Mais il est vrai que comme les introvertis ne sont pas valorisés par la société, parce que considérés comme réservés, terme qui donc a une connotation négative, alors la société leur renvoie une image négative, qui par conséquent affecte leur confiance en eux. Et donc on est dans un cercle vicieux. La confiance en soi se traduit d'abord par l'image que les autres nous renvoient, et cela dès la plus tendre enfance. Donc, lorsqu'on répète à un enfant introverti qu'il est timide et réservé, eh bien, il va devenir timide et réservé, alors qu'il a juste besoin de plus de temps pour observer avant d'interagir. Et c'est peut-être une des raisons qui fait que des introvertis sont aussi timides et ont peu de confiance en eux. Cependant, il y a aussi beaucoup d'extravertis qui n'ont pas non plus beaucoup de confiance en eux. On le voit surtout chez les gens qui essaient de trop se mettre en avant et qui parlent trop. Donc il n'y a pas de lien entre confiance en soi et être introverti. Beaucoup d'introvertis ont une forte confiance en eux, alors que beaucoup d'extravertis n'en ont pas. Pour ma part, j'évalue la confiance en soi à la capacité que l'on a d'écouter les autres sans les interrompre, sans se sentir vulnérable, que l'on soit extraverti ou introverti. De plus, toute cette pression extérieure pousse les introvertis à se comporter contre leur caractère pour obtenir l'approbation des autres. Et donc il faut se forcer à être ouvert, il faut se forcer à jouer à l'extraverti. Et le problème, c'est que bien souvent, ce manque de naturel est perceptible. D'ailleurs, dans ma post-adolescence, quand on est au lycée, etc., on passe dans les soirées, on passe du temps en boîte, en discothèque, etc. Mais en fait, moi, j'aimais pas vraiment cela. Il y a beaucoup trop de sollicitations extérieures. Et la seule solution, en fait, pour profiter de ces moments-là, c'était de boire de l'alcool, du coup, pour d'une certaine manière devenir une autre personne. Alors qu'en fait, j'ai toujours préféré les petits repas entre potes, les petits clans, plutôt que les grands groupes. Mais quand on est au lycée, quand on veut draguer, avoir des relations avec les filles, etc., il faut aller en boîte et tout. Et en tout cas, c'est le modèle qu'on nous donne, alors on s'adapte à nos risques et périls. Alors voilà pour le premier constat, c'est-à-dire que l'introversion, l'extraversion, c'est en fait notre manière de réagir aux stimulations extérieures.
Le deuxième constat que Susan Cain fait, c'est que nous avons tous besoin de plus de moments de solitude, que l'on soit introverti ou extraverti. Car en fait, les moments de solitude permettent la créativité, permettent de réfléchir sur soi et de progresser en tant qu'individu. On passe beaucoup trop de temps en groupe dans des réunions, mais il faut valoriser cette solitude. D'ailleurs, elle donne l'exemple que beaucoup de créateurs sont des introvertis parce que le processus de création demande d'avoir de grandes plages de solitude. Et les introvertis sont bons à cela. Alors cela ne veut pas dire que les introvertis sont tous des génies et les extravertis des gens sans intérêt. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, la coopération entre les deux est indispensable. Un des très bons exemples est le partenariat ou l'alliance entre Steve Wozniak, qui a créé les ordinateurs Apple, et Steve Jobs, l'extraverti, qui lui a permis de construire l'entreprise et qui était la face visible que le seul Wozniak peut-être n'aurait pas pu faire. Comme je le disais, une des qualités des introvertis, c'est le fait qu'ils valorisent les moments de solitude, ce qui permet d'avoir des moments de créativité, de réflexion sur soi. Einstein, qui était un introverti, disait que pour pouvoir vraiment penser, c'est-à-dire pas penser à la liste des courses, mais réfléchir de manière complexe, eh bien il avait d'abord besoin de longs moments de silence et de calme. Or, les extravertis, eux, évitent spontanément ces moments de calme car ils préfèrent être avec des gens et donc ils peuvent perdre ces moments d'analyse, ils sont plutôt dans l'action. Il faut donc être conscient des avantages et faiblesses de chacun de ces groupes, des introvertis et des extravertis, pour savoir travailler ensemble, pour savoir se valoriser les uns les autres. Un autre exemple que nous donne Susan Cain est celui de Philippe Stark, le designer, qui apparemment a dit que tous les ans il s'enferme pendant 3 mois tout seul pour travailler et ne rien faire d'autre du matin au soir. Et en fait, pourquoi la solitude est nécessaire? Parce que dès qu'on se retrouve dans un groupe, on a tendance à imiter les autres, à adopter leur comportement, à les copier et donc à ne pas être original dans la manière de penser. Il faut s'isoler pour se libérer de l'influence des autres et être plus créatif. D'ailleurs, toutes les religions ont leur personnage qui s'isole et qui reçoit sa révélation pour après la communiquer au reste du groupe. On a Moïse, Jésus, Mahomet, Bouddha. Bon, cela ne veut pas dire que ça donne de bons résultats. Ça, c'est un autre débat, mais ils existent. En tout cas, ces exemples existent. Donc la solitude est importante. Or, de nos jours, dans les entreprises et dans les écoles, le travail en groupe est survalorisé. Et donc les écoles et les lieux de travail sont, encore une fois, beaucoup plus adaptés aux extravertis parce qu'on demande d'être dans des groupes toujours. Et comme cela est moins naturel pour un introverti, alors ils sont moins bons pour cela. Il faut en fait leur donner le temps d'observer, d'être à l'aise pour pouvoir interagir. D'ailleurs, nous sommes dans une société qui valorise le fait que les enfants sont sociables dès leur plus jeune âge. Il faut qu'ils aient des copains alors qu'ils ont à peine 1 an. Alors il ne faut pas s'étonner s'ils ne lisent pas beaucoup, c'est parce que nous les assommons de sollicitations extérieures et ils n'ont donc pas l'habitude de se poser tranquillement et de prendre un livre. D'ailleurs, une étude aux États-Unis a montré que les professeurs préfèrent avoir des enfants extravertis, parce qu'ils vont répondre aux questions dans la classe. Alors même qu'il est prouvé, inversement, que les introvertis étudient plus longtemps et ont de meilleurs résultats. Cela permet aussi de se rendre compte de l'inanité de demander à un enfant introverti de réagir activement en levant le doigt pour répondre à une question. De manière générale, c'est complètement contraire à son caractère. Or, dans une classe, celui qui répond est mieux valorisé, aura de meilleures notes et de meilleurs commentaires sur son bulletin. Combien de fois j'ai eu sur mes bulletins de notes le commentaire suivant « Ne participe pas assez en classe ». On devrait faire des bulletins pour les professeurs et écrire « Ne sait pas distinguer les besoins de ses élèves ». Bon, je ne vais pas accuser les professeurs, c'est le système dans son ensemble qui dévalorise les introvertis. Or, comme je le disais, les introvertis sont ceux qui poursuivent leur parcours scolaire le plus, probablement parce qu'ils aiment bien travailler en solitaire. Alors que les extravertis, comme je le disais aussi, préfèrent l'action, donc ont moins envie de rester pendant des heures à étudier tout seul. Encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extravertis qui poursuivent leurs études et d'introvertis qui arrêtent leurs études. Ce sont des considérations statistiques basées sur des études, ce n'est pas la vérité pour tout le monde. Et dans les entreprises, c'est la même chose. Préférence est faite aux extravertis, et notamment au moment du recrutement, parce que leur sociabilité, leur capacité de communication est perçue comme un atout. Et donc les introvertis ont un désavantage, alors que leur principale qualité, qui est la capacité de travailler sur des sujets en profondeur, c'est absolument nécessaire aussi pour les entreprises. D'autre part, il y a aussi de plus en plus d'open space dans les milieux du travail. Et cela ne favorise pas du tout le travail en solitaire. Cela ne permet pas de créer de la confiance entre les personnes, entre les collègues. D'ailleurs, comment fait-on confiance aux autres, non? Comment fait-on confiance à son voisin? C'est en partageant des histoires personnelles, des confidences. Or, comment faire cela dans un open space où tout le monde vous écoute, tout le monde vous observe?
Ce n'est pas possible. Donc, que ce soit pour les introvertis ou pour les extravertis, les open space ne sont pas le meilleur endroit de travail. Et en fait, c'est encore plus vrai pour les introvertis, car une étude a montré que ceux-ci ont plus de mal à se concentrer et à travailler dans un espace bruyant que dans un espace calme, car cela sollicite leur énergie. Et c'est exactement l'inverse pour les extravertis qui, eux, du coup, travaillent mieux dans un espace un peu plus bruyant. Donc, en fait, il faut savoir proposer des espaces de repli, de calme, où les personnes peuvent se concentrer et elles ne doivent pas être obligées de rester dans des open space. Donc, après avoir vu le premier constat, comme je le disais, les introvertis sont de manière générale dévalorisés et, en fait, l'introversion, c'est plutôt le fait de réagir aux sollicitations extérieures. Et le second constat, donc, qui est que nous avons tous besoin de moments de solitude pour être plus créatifs. Venons-en au troisième constat que nous présente Susan Cain. Elle explique que nous avons tendance à penser que les personnes qui sont capables de s'exprimer avec plus de fluidité ont les meilleures idées. Car en fait, nous nous focalisons spontanément beaucoup plus sur la forme que sur le fond. En fait, c'est comme si vous concluiez que les personnes les plus séduisantes physiquement aussi ont un bon cœur, une belle âme. Mais en fait, on sait très bien que l'un n'est pas lié à l'autre. Le fond n'est pas toujours lié à la forme. Parfois c'est le cas, mais pas souvent. Par exemple, prenons la littérature. Vous avez des écrivains qui ont une richesse de langage et de formulation, mais ce qu'ils disent est d'une terrifiante banalité. À l'inverse, certains ont des idées, mais les expriment avec un vocabulaire assez plat. C'est pour cela que la grande littérature est si difficile. Il faut une richesse à la fois de fond et de forme. Revenons aux extravertis, qui eux sont capables de s'exprimer avec facilité. À l'écrit, il est possible de juger le fond, mais à l'oral, nous nous faisons facilement tromper. Il n'y a qu'à voir le résultat des élections présidentielles. Bref. Un des espaces où la capacité de communication orale est valorisée, donc, ce sont les groupes de travail, si fréquents en entreprise ou à l'école. Alors que, comme je le disais, ce sont des espaces qui favorisent peu les introvertis. Si vous avez des réunions où il y a peu de temps pour prendre la parole, alors vous favorisez les extravertis, ou vous poussez les introvertis à sortir de la zone de confort, ce qui ne produit pas nécessairement les meilleurs résultats. En fait, il faudrait que les extravertis donnent l'espace pour communiquer. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Comme je le disais avant, les introvertis observent avant d'interagir et réfléchissent avant de parler, alors que les extravertis réfléchissent en même temps qu'ils parlent, ce qui crée des décalages dans les conversations. C'est d'ailleurs un piège que l'on voit dans les entretiens d'embauche, par exemple. Comme je le disais, les introvertis vont réfléchir avant de parler, alors que dans un entretien d'embauche, il faut que vous réfléchissiez. En même temps, il faut que vous donniez votre réponse tout de suite. Vous n'avez pas le temps de dire « Attendez, je vais réfléchir une minute et puis je vous donne après ma réponse ». Et dans un groupe, c'est pareil. Si vous voulez avoir un avis complet, en fait, il faut trouver là où les personnes introverties qui observent et qui ne vont pas nécessairement sauter dans la discussion, mais qui, si vous leur donnez la parole sans les interrompre, peuvent vous donner une perspective très différente et très intéressante. Alors cela ne veut pas dire que les extravertis sont des abrutis qui ne font que blablater, qui ne sont que dans le bavardage. Non, bien sûr. Enfin, pas toujours, quoi. Bon, c'est quand même souvent le cas, mais il ne faut pas trop le dire tout de même. Dans un groupe, c'est celui qui prend le plus la parole qui sera suivi, qui sera écouté, quand bien même ses idées ne sont pas les meilleures. Susan Cain nous parle d'une expérience faite à la Harvard Business School où ils ont essayé de voir si les groupes étaient capables d'avoir de meilleures solutions, de meilleures propositions grâce à l'émulation de groupe, et donc capables de créer de meilleures solutions que les individus. Or, il apparaît que le groupe, en fait, suit les opinions de la personne qui parle mieux, qui est plus éloquente, sans savoir si elle est experte ou pas. Elle explique que dans un groupe, un des participants, dans un groupe qu'ils ont observé, un des participants était un expert du sujet proposé. Dans ce cas-là, c'était l'exploration arctique. Mais cette personne était très introvertie et donc personne ne l'écoutait. Les autres membres du groupe l'ignoraient complètement et préféraient écouter celui qui parlait mieux. Et du coup, ce groupe a eu un faible score alors même qu'ils avaient un expert. Donc le groupe n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour obtenir les meilleurs résultats. Encore faut-il savoir gérer ce groupe, savoir donner la parole à tous pour que leurs avis soient entendus et ainsi avoir toutes les informations. Plusieurs recherches ont montré d'ailleurs que le travail solitaire produit plus d'idées que le travail en groupe, le classique brainstorming. Le groupe brainstorming crée des connexions entre les gens, cela crée de la confiance, ça a quand même un atout, mais cela ne permet pas nécessairement d'extraire de meilleures idées. D'autre part, cela ne veut pas dire que les introvertis ne peuvent pas travailler en groupe. Au contraire, ils sont coopératifs, mais ils n'aiment pas nécessairement les travaux de groupe spontanés avec des inconnus. D'ailleurs, Susan Cain encore explique qu'une recherche a montré que les introvertis peuvent être d'excellents leaders car ils donnent plus d'espace aux autres
Il laisse ceux qui sont dynamiques développer leurs projets et se mettre en lumière. Alors qu'un extraverti cherche le contact social et donc a tendance à être dans la lumière, à monopoliser la parole. Alors que l'introverti, lui, il préfère être tranquille, donc il va valoriser les autres. Il va mettre en lumière les personnes qui ont de bonnes idées. Et d'ailleurs, de grands leaders étaient introvertis. Gandhi, Roosevelt, etc. Voilà pour les 3 constats que Susan Cain nous fait. Et en guise de conclusion, laissez-moi vous rappeler les idées principales de cet épisode. Tout d'abord, être introverti ou extraverti, c'est la manière de réagir à la stimulation. Ensuite, il faut apprendre à valoriser les introvertis. Et le message de Susan Cain, c'est que le monde a besoin des introvertis et de leurs idées. Et surtout, il faut aussi repenser notre approche vers les introvertis et les extravertis. Peut-être qu'il serait bon de valoriser à égale mesure la capacité d'observation et d'écoute et de réflexion par rapport à la capacité d'être dans l'action et dans l'échange. Enfin, dernière conclusion, c'est que le rôle de la société, des parents, des éducateurs, des professeurs, n'est pas de pousser les introvertis à s'adapter à la société, à agir comme un extraverti, mais plutôt à faire en sorte que les introvertis expriment leur potentiel. Et il faut donc leur donner confiance en eux pour qu'ils soient capables d'interagir avec l'extérieur. Et ainsi, il faut donc créer des espaces appropriés pour qu'ils puissent se sentir à l'aise pour pouvoir communiquer. Voilà, c'était les 3 conclusions principales. Et Susan Cain, elle a publié un livre et donc, comme je le disais, créé ce mouvement qui s'appelle The Quiet Revolution ou la Révolution calme. Et sur le site internet du mouvement, vous pourrez trouver des ressources. Malheureusement, pour l'instant, uniquement en anglais. Ces ressources donc pour aider les entreprises, les écoles et les parents à mieux comprendre les introvertis et à adopter des approches pour mieux les intégrer. Car en fait, la plupart des approches actuelles favorisent les extravertis. Par exemple, il y a un test pour savoir si votre enfant est plutôt introverti ou extraverti. Mais bon, de manière générale, si il ou elle observe avant d'agir, alors c'est plutôt un introverti. Et encore une fois, ce n'est absolument pas un problème. Le mouvement de Susan Cain a aussi créé un manifesto que j'ai traduit pour vous et que je vais vous lire. Ça s'appelle le The Quiet Revolution Manifesto. Que voici. Il y a un mot pour les gens qui sont trop dans la tête, ce sont les penseurs. La solitude est un catalyseur d'innovation. La prochaine génération d'enfants silencieux peut et doit être élevée pour connaître ses propres forces. Parfois, il peut être utile de faire semblant d'être extraverti. Il est toujours temps de se calmer plus tard. Mais à long terme, il faut rester fidèle à son tempérament. Et c'est la clé pour trouver le travail que vous aimez et le travail qui compte. Une relation authentique vaut une poignée de cartes de visite. Le leadership tranquille n'est pas un oxymore. L'amour est essentiel, la grégarité est facultative. Et enfin, elle finit par une citation de Mahatma Gandhi. De manière douce, vous pouvez secouer le monde. Et voilà. Elle conclut sa conférence que vous pouvez voir sur le site de TED. Elle a conclu en motivant les introvertis pour montrer au monde, pour montrer aux autres ce que nous avons en nous-mêmes. Elle nous motive à apporter notre richesse aux autres, de faire le don de nos qualités, de nos idées, et aussi de nos défauts et de nos erreurs. Car c'est tout cela qui permet de construire un monde, qui permet d'avoir une diversité d'idées et de points de vue, et de ne pas se laisser aveugler par ceux qui parlent mieux, mais plutôt de suivre ceux qui ont les meilleures idées. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que cela vous a permis de mieux comprendre cette notion d'introverti et d'extraverti. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes introverti ou un parent d'introverti. N'hésitez pas à partager vos expériences. Vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, Homo Ethicus, où vous pouvez retrouver cet épisode. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers la conférence sur la plateforme TED, mais aussi le lien vers le site The Quiet Revolution. Et enfin, si vous voulez me soutenir, et comme je le dis toujours, ce serait génial si vous le faites, je vous encourage à vous inscrire au podcast et laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez, de préférence en mettant le plus d'étoiles possible. Ça permettra au podcast d'être en tête de classement et de trouver de plus en plus d'auditeurs. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Ethicus. Et comme disait l'autre, Banzai.